Nous sommes en mars 2013 et il ne le sait pas encore, mais cet homme s'apprête à devenir une star mondiale. Lui, c'est Robin Thicke et à l'époque, il connaît une certaine célébrité aux États-Unis. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va lui arriver à la sortie de Blurred Lines. Blurred Lines sera numéro 1 dans le Billboard durant 12 semaines, ce qui en fait le single de 2013. C'est l'un des singles les plus vendus de tous les temps, avec 14,8 millions de ventes, soit plus que Happy de Pharrell Williams. Il est nominé pour 2 Grammys, mais surtout, il marche partout dans le monde, atteignant les charts de 25 pays, dont la France, où il est numéro 1. Ce titre aurait pu être la rampe de lancement parfaite pour Robin Thicke, sauf qu'à la place, ce morceau va littéralement détruire sa carrière, avec non pas une, mais 2 controverses, toutes deux d'une grande ampleur. D'une part, il est accusé de plagiat et se retrouve au cœur d'un procès historique pour le monde de la musique qui lui fera perdre des millions de dollars, et d'autre part, ses paroles sont accusées d'être sexistes, ce qui va carrément mener à des manifestations aux États-Unis et à la censure du titre dans plus de 20 universités au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas encore le plus fou, parce que tout ça, 10 ans après, a encore des conséquences sur le monde de la musique, et Blurred Lines, ce titre pop qui paraissait assez random, va en fait être une sorte de tournant dans l'industrie musicale. Mais alors, qui est Robin Thicke? Que lui est-il précisément reproché sur ce morceau, et surtout, quelles sont les conséquences aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant, en 2022, je devais poster des vidéos pour une grosse marque, mais qui était en Suisse, et qui voulait que son contenu soit vu par des Suisses. À l'époque, j'utilisais CyberGhost VPN et aujourd'hui, il sponsorise mes vidéos. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le fournisseur de VPN le plus recommandé sur le marché. Plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent, dont moi. Un VPN, c'est essentiel pour protéger votre vie privée numérique. Vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous ne naviguez qu'en mode incognito? Eh bien, détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent partout sur internet et le mode incognito ne vous donne qu'une fausse impression de confidentialité. Votre fournisseur d'accès à internet, votre routeur Wi-Fi et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Mais pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, il y a CyberGhost VPN. Il suffit d'activer CyberGhost et il crypte et redirige 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, et en plus, en changeant la localisation avec CyberGhost, vous pouvez également débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et bien d'autres encore. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous et pour votre famille. En utilisant le lien dans la description, vous obtenez 83% de réduction, soit 4 mois offerts. Et comme il y a une garantie de remboursement 45 jours et un support 24 heures sur 24, vous ne prenez aucun risque. Si Robin Thicke n'est pas une star mondiale avant Blurred Lines, ce n'est pour autant pas n'importe qui dans l'industrie de la musique. Et pour cause, il y a été plongé très jeune. Sa mère est une chanteuse et une actrice qui a un certain succès au Canada, et son père est aussi acteur, mais surtout compositeur. Il compose notamment pour la télé, et il rencontre beaucoup de succès dans sa carrière. Let me repeat, I am Alan Thicke. You're Alan Thicke? Évidemment, les 2 parents initient très vite leur fils Robin au monde du cinéma et de la musique. Robin aime ça, et dès ses 16 ans, il a l'opportunité d'écrire pour d'autres artistes, dont un chanteur de R&B, Brian McKnight, qui, sans le savoir, va l'aider seulement 1 an plus tard, à 17 ans, à obtenir son premier contrat avec un label, Interscope. Et ça lui ouvre plein de portes. Il travaille avec Christina Aguilera, Florida, Nicki Minaj et même Michael Jackson. Il a co-composé pour lui Fall Again, un morceau qui devait figurer sur l'album Invisible. Au final, ça ne l'a pas fait et le morceau est sorti sur un coffret en édition limitée plus tard et n'a donc pas reçu le succès qu'il aurait pu avoir. Mais bon, c'est quand même un assez bon début de carrière. Composé pour Michael Jackson à 22 ans, ça va, c'est pas mal. Sauf que ça ne suffit pas à Robin, qui se dit « Pourquoi moi je lancerai pas une carrière solo ?» C'est donc ce qu'il va faire, mais ça ne va pas vraiment se passer comme prévu.
Robyn sort son tout premier single en septembre 2002, et ça n'a rien à voir musicalement et visuellement avec le Robin Thicke dont on a l'image aujourd'hui. Dans le clip, on le voit les cheveux longs, la barbe mal taillée, il joue un peu le mec hors des codes, et surtout, la musique n'est pas pop, ça se rapproche du R&B et du funk. Mais ça ne marche pas trop aux États-Unis. Par contre, ça prend ailleurs dans le monde, comme en Australie et en Italie. Robyn sort son premier album, et pareil, c'est bien, mais c'est pas le succès aux États-Unis qu'il s'était imaginé. Si ça lui ouvre de nouvelles portes en tant que ghostwriter, donc de nouvelles stars comme Usher ou Lil Wayne le contactent pour qu'il écrive pour eux, en tant qu'artiste solo, il n'est pas comblé. Sauf que, parmi les artistes qui le contactent, il y a un certain Pharrell Williams. On est en 2005 et Robin Thicke change de label et par conséquent d'entourage et signe dans le même label que Pharrell Williams, Star Trak. Et à partir de là, ça va beaucoup mieux marcher pour lui. Il change d'image, se coupe les cheveux et sort un deuxième album qui va lui rencontrer plus de succès que le premier. À partir de ce projet, il continue son petit bonhomme de chemin, sortant régulièrement des albums de 2006 à 2011 avec lesquels il se fait une place aux États-Unis. Sauf que, rappelez-vous, Robyn, il est à présent dans le même label que Pharrell Williams. En réalité, ils font déjà des sessions studio ensemble, mais en 2012, une session particulière a lieu. Ils composent un morceau juste tous les deux. Williams compose quelque chose de très simple, Robyn improvise des paroles et il ne leur faut que quelques heures pour avoir un morceau complet. Mais il leur faudrait un couplet de rap et ils n'ont pas de rappeur sous la main. Les mois passent, ils décident de faire appel à T.I., un rappeur d'Atlanta. Le titre est alors terminé et ce titre, c'est Blurred Lines. Il est très peu probable que vous n'ayez pas entendu ce morceau durant ces années-là, tellement c'était partout. Comme je vous l'ai dit en intro, les chiffres sont impressionnants, y compris en France. D'ailleurs, pour l'anecdote, même les Guignols de l'info, une émission très connue diffusée sur Canal+, en ont fait toute une parodie. Et pour le chômage, Du coup, tes sondages. Même si la présence de Pharrell Williams a sûrement aidé, ce n'était pas possible de prédire qu'un tel succès allait leur tomber dessus, parce qu'on ne peut jamais prévoir la viralité d'un titre. Et c'est génial de l'extérieur de connaître une telle réussite, mais c'est aussi là que les problèmes commencent. Très vite, quelqu'un les accuse de plagiat. Et ce quelqu'un, ce n'est autre que la famille de Marvin Gaye. La famille, il accuse d'avoir plagié Got to Give Up. Écoutons ça. everybody get up. Et là, particulièrement si vous n'avez pas l'oreille musicale comme moi, vous vous dites que c'est évident. Sauf que non, ça ne l'est pas. C'est plus compliqué que ça et c'est à cause de cette complexité que ce procès va agiter le monde de la musique. En interview, Robin Thicke a déclaré ouvertement avoir été inspiré par Got to Give Up. Ce n'était pas un secret. Cependant, est-ce qu'on peut parler de plagiat ? Parce que pour pouvoir parler de plagiat devant un tribunal, il ne suffit pas que des novices écoutent la musique et disent « Ah oui, ça ressemble !» Non, en théorie, non. Il faut des preuves. Et des preuves, on n'en a pas. Blurred Lines ne copie pas la mélodie de Got to Give Up, il ne copie pas les paroles de Got to Give Up, et il ne sample ou n'échantillonne, en bon français, rien de Got to Give Up. En plus de ça, l'éditeur de Marvin Gaye a affirmé qu'on ne pouvait pas considérer ça comme du plagiat. Un éditeur, pour rappel, a pour rôle entre autres de s'assurer que les œuvres de son catalogue n'ont pas été violées par d'autres, et si c'est le cas, c'est à lui d'intenter une action en justice pour récupérer les droits. Là, l'éditeur a dit non, c'est pas du plagiat. Bon, pour être sûr, parce qu'on sait jamais, il a engagé un musicologue extérieur à sa structure. Le musicologue a dit non, c'est pas du plagiat. Bon, avec tous ces éléments, en plus du fait que Pharrell et Robyn assument publiquement l'inspiration, on devrait se dire que la famille Gaye va perdre. Ils ne sont même pas soutenus par leur propre éditeur. Sauf que la famille va gagner le procès. Et elle va gagner en appel aussi. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi? Le jugement a en fait été rendu sur le feeling du morceau. Blurred Lines reprend, et à juste titre vu qu'il en est inspiré, une partie de l'idée de Got to Give Up, mais pas l'expression tangible de cette idée. Et c'est la première fois qu'on condamne un artiste pour ça. C'est un procès qui a été très controversé. Pour l'appel, une tribune a même été signée par plus de 200 musiciens, dont Hans Zimmer. Rien n'y a fait. Pharrell et Robyn sont condamnés définitivement le 10 mars 2015 à verser 5 millions de dollars à la famille Gaye et à leur donner 50% des royalties sur le titre. Et à l'époque, ça fait peur
à tout le monde. Tout le monde a peur des conséquences que va avoir ce procès dans le monde de la musique. Des avocats, des labels, mais surtout des musiciens sont inquiets pour eux-mêmes face à ce verdict. Parce qu'on ne crée jamais une musique à partir de rien. Il y a toujours des inspirations et l'innovation repose sur les inventions passées. De plus, il existe un nombre limité d'accords et de notes utilisables. Alors en appliquant cette nouvelle règle très floue, qui sait si on pourra encore créer de nouvelles choses. À l'époque du verdict donc, tout le monde craint une régression de la créativité et une augmentation des procès. Mais alors ont-ils eu raison d'être aussi inquiets ? Eh bien, en partie, oui. Déjà, pragmatiquement, le nombre de procès a augmenté. En effet, entre 2016, le dernier verdict, et 2020, 15 affaires sont déposées en moyenne devant les tribunaux, contre 5 en moyenne les 5 années précédentes. Évidemment, d'autres facteurs rentrent en compte, tout n'est pas imputable à Blurred Lines, mais ça reste significatif. D'autant qu'un autre facteur s'ajoute à ça, l'augmentation de la vigilance des artistes, et notamment des gros artistes. Pour éviter de se retrouver englués dans des procès ou obligés de payer des sommes astronomiques, de plus en plus de musiciens ont recours à des musicologues professionnels, chargés d'examiner si leur morceau ne ressemble à aucun autre. Pour aller encore plus loin, certains souscrivent même à des assurances spécialisées, à partir de 7 000 $ l'année, pour être couverts, si jamais ça vous intéresse. Mais tout ça s'accompagne d'un troisième changement. Au niveau du public. L'intérêt du grand public a augmenté en ce qui concerne les questions de plagiat depuis Blurred Lines. Encore une fois, ce n'est pas imputable uniquement à ce morceau, mais c'est quand même depuis ce procès qu'on observe plus de conversations en ligne à ce sujet, et cet intérêt a un impact direct sur les musiciens. Maintenant, concernant la créativité, c'est beaucoup plus difficilement mesurable. Les artistes ne se privent pas pour autant d'utiliser explicitement et légalement d'autres morceaux, ce qu'on appelle de l'interpolation. Et ici, il n'y a aucun jugement de valeur, c'est juste pour vous montrer que ce procès a changé quelque chose dans le monde de la musique. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous, il n'y a pas une, mais deux controverses. Et si la première a une dimension juridique, la deuxième a une dimension sociétale. De loin, Blurred Lines, c'est juste un titre de pop R&B, rien de plus classique. Et à la sortie du morceau, les premières semaines, personne ne se pose trop de questions. Jusqu'à ce qu'un blog sur internet relève que les paroles se rapprochent de celles que pourrait dire un homme qui viole une femme. On va dire V pour la suite de la vidéo. Bon, tout le texte pose un peu question, mais deux éléments en particulier ressortent. Le premier, c'est le refrain, avec I know you want it. « Je sais que tu le veux », ce qui brouillerait la notion même de consentement dans une relation sexuelle. Et la deuxième, c'est le titre de la chanson, « Ligne floue ». La critique émise a été « Le consentement ne doit pas être une ligne floue ». Mais en vrai, ça aurait pu ne pas prendre autant d'ampleur s'il n'avait pas sorti le clip qui illustre la chanson. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a deux versions, une censurée qui est quand même dispo sur YouTube, où les femmes ont les seins nus, et une autre où la seule différence c'est qu'elles portent un haut. Et ça a fait exploser la controverse. Et s'il y a une personne qui va terriblement mal la gérer, c'est Robin Thicke. Il va s'enfoncer en faisant une blague inapproprié par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Je cite, « Les gens me disent « Hey, tu penses que c'est dégradant pour les femmes ?» Je me dis « Bien sûr, quel plaisir de dégrader une femme. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça avant. J'ai toujours respecté les femmes avant. » Je pense que c'était pas la réponse que les critiques attendaient sur ce coup-là. À partir de ce moment, ça prend de l'ampleur. Les universités au Royaume-Uni censurent le titre, un projet d'art construit autour des victimes de V se manifeste, les médias en parlent, bref, le titre devient associé à quelque chose d'assez négatif. Mais les deux protagonistes, Pharrell et William, à l'époque, ils ne comprennent pas la nature même de la polémique. Pour eux, c'est juste un morceau, et je pense que, vu leur réponse en interview, c'est assez sincère. Ils ne comprennent vraiment pas ce qu'une partie des critiques leur reproche. Ça, c'est significatif de quelque chose. En 2013, la société est en train de profondément changer. Les mœurs et ce qui aurait pu être accepté avant sont en train d'évoluer. D'ailleurs, Robin Thicke n'est pas le seul dans le feu des critiques, puisque Rick Ross, par exemple, se voit obligé de s'excuser à la même période pour les paroles d'une de ses musiques. Au-delà de ça, Internet commence à avoir une importance dans le discours public, parce que tout ça est parti d'un blog à la base, et c'était pas si courant en 2013. Mais tout comme le procès, aujourd'hui, tout ça a plus ou moins 10 ans. Alors la question, c'est est-ce que cette seconde controverse a eu un impact dans le temps, comme la première ? La réponse est oui, mais surtout non.
Bon, déjà, la carrière de Robin Thicke n'a jamais pris après ce morceau. Et ça a été de pire en pire pour lui. Il a très mal géré ses réponses durant la controverse, il n'a pas compris ce qu'on lui reprochait, il a fait des vannes qui n'étaient plus adaptées à ce que la société était capable d'accepter à cette période, et après ça a été la descente aux enfers. Il a sombré dans la drogue, sa femme avec qui il était depuis plus de 20 ans a demandé le divorce, il lui a fait un album que tout le monde a jugé pathétique et qui en plus n'a pas marché, il a perdu son père, sa maison a brûlé, bref. Il est revenu en 2021 avec un nouvel album qui n'a pas marché extrêmement bien, et la même année, une mannequin de Blurred Lines l'a accusé d'attouchement durant le tournage. Il n'y a jamais eu de démenti de sa part, ni de nouvelles au niveau de la justice. Aujourd'hui, principalement, il est jury dans une émission de télé de Masked Singer. La controverse a eu un impact direct sur la suite de sa carrière et de sa vie. Maintenant, en dehors de Robin, est-ce que la controverse de Blurred Lines a eu un impact dans le monde de la musique? Parce que c'est ça, au fond, le plus intéressant. C'est compliqué à trancher, mais on penche plutôt vers le non. D'abord, prenons la première des deux accusations faites à Robin Thicke. La zone grise de ses paroles qui flouterait la notion de consentement. Bon, dans les paroles de la chanson de la deuxième vidéo la plus visionnée sur YouTube, aka Despacito, il est littéralement dit ceci: je vais pousser des zones de danger jusqu'à ce que je provoque des cris, ou encore je me rapproche et je prépare le plan, rien que d'y penser, ton pouls s'accélère. Bon, est-ce que ça a été perçu comme moins vicieux que les paroles de Robin Thicke? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'est chanté en espagnol et que personne n'a pris le temps de traduire? Peut-être. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de controverse autour de ce titre, à part en Malaisie, où il a été interdit sur les radios publiques à cause des sous-entendus sexuels. Mais bon, un exemple, même d'une aussi grande ampleur, c'est pas vraiment suffisant, ça reste empirique. Alors j'ai cherché des études et j'en ai pas trouvé spécifiquement sur la notion de consentement, mais j'en ai trouvé une sur les paroles et notamment sur la présence du sexe, de la violence et des termes dégradants pour les femmes. Elle est menée en 2017 sur les titres du Billboard, et dedans, il est entre autres noté qu'un 10e des strophes des musiques de cette année-là utilise des termes dégradants envers les femmes. L'étude suggère également que les jeunes femmes adultes qui pensent qu'il est normal que les vidéos musicales dégradent les femmes sont moins susceptibles de faire preuve d'autonomie dans le processus du consentement sexuel. Ça nous dit deux choses. Déjà, ça nous explique profondément pourquoi des gens accordent autant d'importance à des paroles. Visiblement, c'est parce qu'elles ont un réel impact. Et deuxièmement, ça nous dit que ça n'a pas servi à grand chose de polémiquer autour de ça, parce que rien ne semble avoir changé. Mais ce n'est qu'une des deux accusations reçues par Robin Thicke. L'autre porte sur le clip, et sur le fait qu'il présente la femme comme un objet. Alors peut-être que sur ce point, ça a changé quelque chose. Je vais pas faire durer le suspense. La réponse c'est non. Une autre étude menée de 1996 à 2016, c'est la plus récente que j'ai pu trouver, conclut que la représentation de la sexualité et de l'objectivation sexuelle n'a pas changé au cours de la période étudiée. En fait, elle a même augmenté. Et justement, voilà le changement. S'il y a quelque chose qui a changé en 10 ans dans la musique mais aussi dans la société, c'est sûrement ça, la banalisation du sexe. En 2013, Robin Thicke, fort de son titre numéro 1 dans le Billboard, est invité à performer aux Video Music Awards, les VMA. Miley Cyrus se joint à lui pour interpréter la chanson et twerk sur lui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça a provoqué un scandale, à tel point qu'aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas de vidéo officielle sur YouTube de ce passage, seulement des vidéos officieuses. J'en ai retrouvé une et dans les commentaires les plus likés, il est écrit ceci. C'est étrange que ça se soit passé il y a seulement 7 ans. Ça ne serait pas aussi grave si ça se passait aujourd'hui. De nos jours, les gens ne seraient pas aussi fâchés. Ou encore, 2013, c'est la chose la plus controversée de l'histoire de la musique. 2020, WAP, faisant référence à un clip de Cardi B très subjectif. Et en fait, c'est totalement vrai. Il est fort probable que si Miley refaisait la même prestation aujourd'hui, ce serait assez normal. Si la musique a toujours évoqué ou représenté le sexe, aujourd'hui, elle le fait de façon beaucoup plus explicite. Et évidemment, que ce soit les hommes qui représentent des femmes comme des objets dans leurs clips, ou les femmes qui, elles-mêmes dans leurs clips, se sexualisent, ce sont deux choses différentes. Par contre, il y a un point commun. Les deux utilisent l'image du sexe. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un fait. Plus globalement, si on sort de la musique et que l'on élargit la focale aux réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant, avec l'apparition d'un phénomène qu'on a appelé la pornographie douce. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller consciemment sur un site pornographique, par contre, en scrollant sur votre feed Instagram, vous pouvez tomber sur une meuf à moitié à poil. Et je suis une meuf,
donc je suis assez mal placée pour m'exprimer sur le sujet. Mais j'ai l'impression que certains hommes, notamment les jeunes hommes, font tout pour justement sortir de cette hypersexualisation. On voit par exemple avec la montée du mouvement NoFap, donc pas de masturbation. L'hypersexualisation dans la musique, mais partout autour de nous en réalité, a enlevé le côté sacré avec des guillemets, ou du moins le côté intime du sexe. Donc si on résume, la controverse autour de Blurred Line n'a rien changé dans la musique, ni dans les paroles, ni dans les clips, mais en plus de ça, le sexe est devenu encore plus présent. Et on s'est, en quelque sorte, désensibilisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Encore une fois, la prestation de Miley serait probablement normale aujourd'hui. WAP, le clip de Cardi B, ça passe dans la société. Et là, on va rentrer dans la partie purement opinion personnelle. Je pense que Blurred Lines a été le précurseur d'une série de polémiques qui, à mon sens, ne sont là que pour le pire. Certes, il y a eu par la suite, dans le monde de la musique et ailleurs, des mouvements de libération de la parole des femmes. Mais concrètement, quand on regarde l'état des relations hommes-femmes aujourd'hui, qu'elles soient amoureuses ou sexuelles, et de la manière dont les hommes et les femmes en parlent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas pire qu'avant ? J'ai l'impression qu'il y a eu une multiplication de ce qu'on appelle des polémiques, qui, comme Blurred Lines, sont censées mettre en lumière un problème. Et c'est une bonne chose, a priori, de mettre la lumière sur un problème. Sauf que j'ai l'impression que ces polémiques n'ont en réalité qu'une seule utilité: nourrir des clans et les monter les uns contre les autres. Une partie des relations hommes-femmes, notamment chez les jeunes, se sont polarisées, avec à la clé donc une montée de deux extrêmes. D'un côté, les mecs que l'on nomme les Red Pill, avec des modèles comme Andrew Tate, et de l'autre, une montée chez les femmes de la misandrie. Évidemment, il y a plein de gens au milieu, probablement même une majorité. Mais déjà, ils sont moins visibles car plus nuancés, mais surtout, ils paient les conséquences de tout ça. Parce que tout ce dont on vient de parler pose d'énormes problèmes. Pour les femmes, c'est sûr, mais aussi pour les hommes. Le marché, parce que ça fonctionne comme un marché, des relations amoureuses est totalement déséquilibré et plus que jamais divisé. Là où les polémiques à la Blurred Lines, qui mettent en avant de vrais soucis, devraient avoir un impact sur les discussions, mais aussi sur les actions de la société, j'ai l'impression qu'en réalité, ça ne fait qu'augmenter la polarisation. Encore, à mon sens, plus que jamais, les solutions ne se trouvent pas dans les polémiques, vu qu'elles ne font pas avancer les choses, qu'elles ne prêchent que les convaincus, et qu'elles augmentent la polarisation du débat. De plus, plus il y a des polémiques, moins on y est sensible, moins on y accorde de l'importance, et pendant ce temps, ça ne fait rien avancer. Malheureusement, la diminution des polémiques au profit d'autres choses, ne serait-ce qu'un débat plus apaisé, par exemple, ce n'est pas le chemin qu'emprunte aujourd'hui la société et le monde de la musique. Bon, cette fin est négative. J'en suis désolée. Vous avez comme d'habitude vraiment le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous demande juste de rester respectueux dans les commentaires et si possible constructif. Et pour essayer de finir sur une note un petit peu positive, je vais glisser une citation de Gandhi. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est en description si vous voulez profiter de 83% de réduction, soit 4 mois offerts. Vous ne prenez aucun risque, il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours, vous connaissez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.